Non seulement on fait des études d'opportunité, mais on a également analysé, ça c'est une étude qu'on a fait il y a 7 ans, quelles étaient les priorités pour le CNIEL, parce qu'il y a beaucoup de pays, vous les avez vus, sur lesquels on pourrait communiquer, et donc on a essayé d'identifier par rapport à l'attractivité des marchés, ce qu'on vient de voir, aux problématiques d'évolution de consommation dans certains pays, à la compétitivité de l'offre française, que certains de nos produits sont plus adéquates dans certains marchés par rapport à nos concurrents européens ou internationaux que d'autres. Et ceci nous a permis de développer un plan d'action grâce à une société aussi d'études extérieures. Et ce plan d'action nous a permis de définir des priorités. Priorité 1, on va dire les pays riches du monde, les USA, le Japon, la Corée du Sud, puis les BRICS, donc le Brésil, bon, la Russie on a arrêté avec l'embargo bien sûr, la Chine et l'Inde, et après les 11 followers, donc là je ne les ai pas marqués, mais les pays qui suivent, dont l'ASEAN, et on a commencé des actions de communication dans l'ASEAN et le Moyen-Orient dès 2015. Plus que des stratégies sur des pays, on a très vite compris il y a plusieurs années que les comportements des consommateurs des grandes métropoles du monde allaient de plus en plus converger, et en fait le consommateurs de Tokyo, de Los Angeles, de New York, de Paris, ces comportements et ces habitudes de consommation vis-à-vis des produits laitiers, que ce soit le beurre, le fromage ou le lait, etc., allaient converger. Et donc on n'a pas une stratégie sur la Chine. Notre objectif n'est pas de communiquer sur 1,3 milliard de consommateurs chinois, mais sur les consommateurs, on va dire CSP+, c'est clair, mais des grandes mégalopoles chinoises. Donc on ne communique évidemment que en Chine, Pékin, Shanghai, Canton. Idem au Japon, on ne travaille pas sur tout le Japon, mais uniquement sur Tokyo, Kyoto et Osaka. Aux États-Unis, pareil, on a à peu près 17 marchés prioritaires, évidemment New York et Los Angeles qui sont les plus prioritaires, mais également Miami, Boston, etc. Et donc on a une stratégie plutôt de grandes mégalopoles dans le monde, plutôt que de grands pays. Alors après on vous parlera de la Chine, de la Russie, mais en fait quand on parle de la Russie, c'était uniquement Moscou et Saint-Pétersbourg. Quand on vous parle du Brésil, c'est uniquement São Paulo et Rio de Janeiro. Et en fait c'est cette convergence des comportements des consommateurs extrêmement urbains des grandes mégalopoles du monde qui convergent de plus en plus, qui font que nos produits peuvent être adaptés à leur communication, à leur consommation. Donc nous on étudie également dans chacun des pays, donc on voit marquer les villes plutôt que des pays d'ailleurs, les comportements de ces consommateurs. Donc on fait des études, images et attitudes, sur des consommateurs de ces grandes villes pour savoir comment déjà ils consomment le fromage en général, et ensuite quelle est leur perception du fromage français et comment ils pourraient utiliser le fromage français. Donc on a encore d'autres niveaux d'études, on ne va pas vous les montrer là, mais je vais vous montrer 2 exemples qui nous permettent d'affiner la manière dont on va pouvoir communiquer sur les consommateurs. Là, vous avez un exemple sur la consommation du fromage dans le monde, et vous voyez, dans les grandes villes américaines, 58% des Américains consomment au moins une fois par semaine du fromage, alors qu'en Australie, c'est 93% des Australiens, et au Moyen-Orient, c'est 84%. Donc il y a des divergences déjà d'habitude de consommation. Là, c'est une autre donnée sur la connaissance des fromages français. Et vous voyez ici que 74% des Américains des grandes villes peuvent au moins citer un fromage français, alors qu'ils ne sont que 28% en Inde. Donc on a dans tous les pays du monde, dans toutes les grandes villes du monde, des différences de connaissances également des fromages, ce qui fait qu'on n'a pas les mêmes stratégies évidemment selon les pays du monde. On a des programmes déjà aux USA, c'est notre gros marché, puisque c'est le premier marché à l'export pour le fromage français. On a des programmes de communication sur le fromage dans les pays matures, Corée, Japon, Australie, Moyen-Orient. On a aussi, comme je vous le disais, dans les BRICS, dans les pays émergents, donc Chine, Inde, Brésil, on a arrêté la Russie et ASEAN. Et on a également des actions de communication sur la crème. La crème parce que c'est le 2e poste d'exportation des produits français. Et autant sur le fromage, on bénéficie d'une grande tendance mondiale de ces grandes villes qui s'appelle le foodies, le mouvement foodies, où des consommateurs très urbains s'intéressent maintenant à l'alimentation
notamment dans des pays qui jusqu'à présent ne s'intéressaient qu'aux pizzas et au McDonald's. Et dans ces très très grandes villes, il y a un courant mondial de consommateurs qui non seulement s'alimentent pour s'alimenter, mais également pour le plaisir, qui cherchent la diversité alimentaire. Donc on bénéficie, en tout cas pour le fromage et pour le beurre, de ce mouvement. Et pour la crème, on bénéficie d'un autre mouvement qui est la mode de la pâtisserie française dans le monde, qui a commencé il y a une quinzaine d'années au Japon, puis s'est répandu en Corée, au Moyen-Orient, maintenant partout dans l'ASEAN, même aux États-Unis et dans d'autres pays. Et pour la crème, on bénéficie de cette tendance. Pour la pâtisserie française, évidemment, nécessite une crème de qualité, une crème française. Voilà l'ensemble des pays sur lesquels nous communiquons. Je vais vous montrer maintenant quelques exemples. Donc, nos objectifs de communication, par exemple sur le fromage, c'est évidemment d'augmenter la part de marché des fromages français, d'origine française évidemment, de montrer leur diversité, de renforcer la connaissance du consommateur de ces fromages, de aussi repréciser que l'origine est en France, puisque dans beaucoup de pays il y a eu des MeToo, que ce soit au Brésil, aux États-Unis ou au Japon. Vous avez un camembert d'Hokkaido, vous avez un camembert américain, vous avez du camembert au Brésil. Donc tous les pays ont imité nos fromages. Nous, l'enjeu est de rappeler que l'originel est en France et de montrer la différence qualitative de ces produits. Partout dans le monde, on a des stratégies de communication sur, on va dire, 3 piliers, les 2 premiers étant en seul un. Des communications, on va dire, médias, digital, social media, dont médias, mais surtout aux États-Unis. Ensuite, on fait beaucoup d'actions d'animation en point de vente pour faire goûter les fromages aux consommateurs de différentes mégalopoles du monde. Et ensuite, on fait beaucoup d'événementiels et de relations publiques pour développer l'image des fromages français auprès des consommateurs des grandes villes mondiales. Si je vous montre ici le programme États-Unis, donc la cible principale, ce sont les food adventurers, même les fooders maintenant, parce qu'on a évolué récemment. Vous voyez les villes, ville principale New York, mais ensuite Los Angeles, en fait plutôt la Californie du Sud même, et ensuite Atlanta, Austin, Chicago, Miami, Boston, etc. Donc un ensemble de grandes villes où les fromages français se développent aujourd'hui. Je vais vous montrer, voilà, donc vous allez voir le film publicitaire aux États-Unis. Camembert, comté, brie and raclette. Saint-Nectaire et mental, mi-molette. Fromage or burger, or nice baguette. Bleu d'Auvergne, triple crème, bon les verts. Make anything magnifique with fromage. See how at cheesesofeurope.com. Donc vous voyez, en fait, il y a quelques années, enfin il y a une dizaine d'années, lorsqu'on communiquait à l'extérieur, on voulait imposer notre comportement de consommation, donc imposer le plateau de fromage entre le plat principal et le dessert. On a vite compris que ça ne marchait pas. Et maintenant, en fait, on s'adapte aux comportements alimentaires locaux. Donc là, vous avez vu, on a fait des Bleu d'Auvergne cheeseburgers, des salades à la mimole, etc. Au Japon, on va faire des sashimi de camembert, des sushis de comté ou des choses comme ça. En Chine, on va promouvoir la méduse au camembert, donc des choses délicieuses, voilà, etc. Donc en fait, on cherche des chefs locaux, souvent qu'on voyageait quand même un petit peu, et qui vont essayer, avec nos fromages, de l'adapter dans la cuisine locale et de donner un French touch, en quelque sorte, à la cuisine locale. Alors maintenant, je ne sais pas comment avancer. Ça fonctionne là? Super. D'autre part, aux États-Unis, vous le voyez, je vous ai dit, on fait d'abord de la communication média ou Internet. Là, vous savez, c'est médias, parce que c'est la publicité qu'on fait à la télévision aux États-Unis. On fait également beaucoup d'actions point de vente. Donc ça, c'est une des 1101 démonstrations point de vente qu'on a fait cette année aux États-Unis, où on met en avant plusieurs fromages à chaque fois, bien sûr, qui permet de proposer aux consommateurs américains, là c'est aux États-Unis, une diversité de l'offre française. Et spécifiquement aux États-Unis, je vais forcément en parler puisqu'on l'a ouvert il y a maintenant quelques mois, on a créé la vitrine du fromage français. On va dire c'est un flagship sur le fromage français, c'est ce qu'on appelle le French Cheese Board, donc c'est la maison du fromage. C'est dans Nolita à New York et c'est un outil qui nous permet de faire beaucoup de communication vers les fooders parce que toutes les semaines on a 2 à 3 actions avec des blogueurs ou des YouTubers sur le fromage. On fait des actions de relations presse, de relations publiques. C'est un lieu où les consommateurs peuvent venir aussi. On explique où sont produits les fromages en France, comme vous pouvez le voir là, comment on les découpe également, vous voyez sur le mur de droite, les différentes
formes de découpe de fromage selon les formes des fromages, comment ils sont fabriqués, quelles sont les différentes familles de fromages. On peut vendre des fromages aussi. On fait différents événements. Là, vous avez des photos d'événements. Et donc, on a un outil qui nous permet de communiquer de façon plus ciblée sur les fooders et aussi de façon importante sur les blogueurs, youtubeurs et donc sur tous ceux qui aujourd'hui font les tendances dans la consommation. Dans les pays matures autres que les États-Unis, on a un programme de communication. En fait, tous nos programmes de communication à l'export sont cofinancés à 50% par l'Union européenne. Le premier aux États-Unis l'est, celui-ci sur les autres produits matures l'est aussi. On est sur des pays comme le Japon, notamment Tokyo et Osaka, Séoul et Busan pour la Corée du Sud. On est à Dubaï, on n'est pas encore en Arabie Saoudite, mais comme les exportations de fromage en Arabie Saoudite explosent, on va y être l'année prochaine. On est également à Abu Dhabi. Riyad et Jeddah, on a commencé des choses, donc en Arabie Saoudite, mais en fait pour l'instant légères, on va les amplifier l'année prochaine. Sydney, Melbourne, donc on a commencé aussi en Australie. Là on a une campagne un peu différente en termes de visuel, comme vous pouvez le voir, on parle du voyage, parce qu'en fait on touche surtout des consommateurs qui sont plutôt dans les villes importantes, qui ont peut-être voyagé en France. Et en fait on veut les faire voyager dans leur consommation de fromage, comme s'ils voyageaient en France, c'est un peu notre concept. On a des actions aussi comme on a à New York, mais à New York c'est d'une façon permanente, là c'est une façon temporaire, des actions événementielles, des semaines françaises, là c'est au Japon l'année dernière. Je vous montre un petit film d'ailleurs, comme ça, si ça marche. Bon voyage! Fromage Village のオープンです。どうぞ。フロマージュビレッジよ、レッツエンジョイ！ Bon voyage! Bon voyage. 第1回フロマージュカービングコンテストスタートです。終了！優勝は早川由紀さんの作りました未脱王の黄金のパラレードでございます。おめでとうございます。チーズのカービングは私も初めて行ったんですけれども、こういうカービングをしながらまた新しいチーズへのアプローチがあるかなと思って、良い機会に参加させていただきました。ボンボイヤージュお抹茶と、チーズを、組み合わせてちょっと秋のおもてなし風にイメージしてみました。Bon voyage! Voilà, donc ça vous montre qu'on fait des événementiels un peu partout dans le monde, c'était au Japon. Ça permet de communiquer auprès des consommateurs directement sur les fromages français, mais aussi d'avoir beaucoup de retombées presse. En fait, on fait ça surtout pour les retombées presse, les blogueurs, il faut faire du buzz autour du fromage. Ça, c'est la semaine dernière à Tokyo. On a pendant 10 jours fait
comme à New York, un French Cheeseboard, mais que sur 10 jours, donc éphémère. C'était sur 4 étages. Pour ceux qui connaissent Tokyo, c'était à Omotesando, donc vraiment le quartier le plus foodiste qui puisse exister à Tokyo. On avait habillé, vous voyez, il y avait 4 étages d'action. Il y a la queue en bas, vous voyez une queue, vous allez voir plus tard d'ailleurs dans le diaporama. Après, on avait un étage de démonstration, un étage d'atelier, le dernier étage de réserve. On avait utilisé les photos qu'on avait développées dans le cadre de la Milk Factory sur les filles à fromage. Et on a eu énormément de presse, on a eu 2 télés, on a eu beaucoup de blogueurs, on a fait une grosse activité de communication. Là, vous avez un peu comment ça se représentait. Derrière, vous allez avoir la queue. Il y avait 800 mètres de queue pour rentrer au fromage café. Donc voilà, ça montre le type d'action qu'on fait pour à la fois avoir de la communication dans la presse ou dans les blogs, pour évoluer sur l'image et la connaissance des fromages français. Et ça, c'est un peu le même type de choses, mais à plus petite échelle. On fait également des cheese trucks dans certains pays. Là, c'était, je crois, à Abu Dhabi ou à Dubaï, celui-ci, des cheese trucks. Donc en fait, on a un format, on va dire, French Cheeseboard New York permanent. C'est notre niveau 1 d'implémentation. Ensuite, on a des French Cheeseboard de 10 jours. Là, on en a en ce moment en Australie encore, à Melbourne, qui est en activité jusque dimanche prochain. Et après, on a des activités fromage café, c'est le 3e niveau. De quelques jours. Et puis on a après le 4e format qui est un cheese truck, fromage franché de cheese truck, qu'on fait balader dans des villes. On l'a fait à Los Angeles, là c'est à Dubaï, c'était à Abu Dhabi la semaine dernière d'ailleurs, au festival food d'Abu Dhabi. Ah, j'ai un petit film encore à vous montrer. Ça, c'était à Dubaï. D'autre part, on a donc des actions de communication dans les pays qu'on appelle émergents, donc plutôt la Chine, le Brésil, et ensuite l'ASEAN. On a un autre concept de communication qui est Open Your Taste ou Open Your Mind to the French Cheeses. Voilà, c'est une signalétique un peu plus traditionnelle, on va dire, où on fait découvrir les fromages français dans ces pays-là, plus que des pays où il y a déjà du fromage français. On fait beaucoup d'animations, comme vous pouvez le voir ici. Donc ça, cette année, on a fait énormément d'animations en général. Donc ça, sur le programme fromage. On ne fait pas que du fromage à l'international. On fait également la crème et on va bientôt faire du beurre également. Sur la crème, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est porté par la tendance pâtisserie mondiale, pâtisserie française en fait, puisqu'il s'ouvre pratiquement tous les jours une nouvelle pâtisserie de type français dans le monde. On a donc des campagnes un peu comme pour le fromage basées sur 4 piliers. Un pilier média, mais c'est la presse professionnelle vers les pâtissiers ou vers tous les acheteurs de la restauration. Un volet digital sur le média fort, des formations professionnelles et des événementiels et des RP importants pour avoir une communication image autour de ces produits. Voilà les pays sur lesquels, ou plutôt les villes sur lesquelles on communique. Donc c'est les villes où il y a déjà un gros développement de pâtisserie française. L'objectif étant évidemment de concurrencer la crème de Nouvelle-Zélande, qui est la crème la plus utilisée dans le monde, donc la crème d'Ancor.
sachant que notre crème est à peu près 35% à 40% plus chère, mais elle est aussi 50% meilleure. Donc on a des arguments, on a des arguments non seulement sur le taux de foisonnement de la crème, sur la qualité gustative, sur la tenue ensuite de la pâtisserie, donc on a des éléments objectifs de communication, et évidemment d'image, puisque c'est un peu l'idée de la communication et de faire de travailler sur la culinarité et sur l'histoire de la pâtisserie française pour développer la crème française. Là où vous voyez, on a développé différents, avec des grands chefs pâtissiers français, différents bouclettes sur la crème, sur la tendance de la crème. En fait, on essaye, par nos communications, de développer auprès des grands pâtissiers du monde les nouvelles tendances de la pâtisserie française, avec la crème française, bien évidemment. Voilà les types d'opérations qu'on a fait. Cette année, on a fait aussi des opérations spéciales. Là, c'était avec une pâtisserie spéciale de Saint-Tropez, la Tropézienne, parce que c'est le 50e anniversaire de la Tropézienne. Donc on essaye aussi de toucher avec l'actualité. Là, je vais vous montrer une démonstration. Donc voilà, c'est un atelier blogueur à Séoul. Vous avez vu, ça s'appelle Youpron Cream Atelier, parce qu'en fait, comme c'est cofinancé par l'Europe, particulièrement sur ce dossier, on va mettre une signature européenne. Donc on la met, bien entendu, sachant qu'après, tous les éléments de langage et de communication sont sur la crème française. Évidemment, on monte également les marques de crème française, toutes celles qui sont présentes sur les marchés. On a toujours les importateurs et les entreprises avec nous, également pour s'assurer que le message soit bien compris. On a un programme non seulement vers les blogueurs, mais vers les journalistes, vers les pâtissiers, également maintenant en formation en pâtisserie par les écoles hôtelières. On a suivi l'exemple de Philippe en France et on fait la même chose au niveau international. Voilà, je voulais vous montrer très rapidement un panorama des actions qu'on fait, qui suivent les tendances de consommation dont vous a parlé Noël, qui nous permettent de nous positionner en termes d'opportunités par rapport aux études économiques que l'on suit. Et ensuite, on regarde les tendances de consommation dans le monde pour essayer de positionner avec les entreprises, évidemment, du secteur, les produits français pour que le lait français s'exporte mieux.